On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle politique provinciale. Chambly a maintenant son candidat pour le Parti québécois. Il s'appelle Christian Picard. On le reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, parlons de culture. Parlons de ce projet de centre pluridisciplinaire pour les arts, la diffusion des arts dans le Vieux-Saint-Jean. C'est un projet qui est supporté sous le leadership de l'ASPEC du Haut-Richelieu. Donc, il y a plusieurs enjeux. On ramène ça à l'avant-plan. On en discute à l'instant avec Guy Boulanger. Depuis quelques années déjà, on fait un peu la mise à jour d'un projet. C'est un projet, il faut être idéaliste un peu parfois dans la vie, être visionnaire aussi, de ce projet de centre pluridisciplinaire de diffusion des arts dans le Vieux-Saint-Jean. On est aujourd'hui au mois de mars 2018. Avec nous pour en discuter, Guy Boulanger, qui est le directeur général de l'ASPEC du Haut-Richelieu. Guy, bonsoir et bienvenue. Allô, Éric. Donc, oui, le Deux-Rives a été rénové en 2006. 2 ans plus tard, en 2008, on commençait déjà à parler un peu de ce projet-là. On est 10 ans plus tard. Et on le sait, parce que le projet, quand même, vous le bonifiez, vous le mettez à jour de façon occasionnelle. Il en est rendu où aujourd'hui? Bon, en fait, on va commencer une étape importante ces jours-ci. On va commencer à faire le plan d'affaires pour ce lieu-là. Ça va commencer par une consultation du milieu, c'est-à-dire on va consulter les organismes, les artistes de Saint-Jean et des environs pour connaître leurs besoins en termes d'installation. On va consulter Action Art Actuelle, on va consulter les ensembles musicaux, les troupes de théâtre et tout ça. Bon. Quel est le besoin? Parce que si on en parlait en 2008, c'est que déjà on avait identifié qu'au-delà de la rénovation du Deux-Rives, ou même du cabaret-théâtre du Vieux-Saint-Jean, qui était une superbe salle, visiblement, dès 2008, on avait en tête que les besoins allaient s'agrandir. Bon, clairement, les besoins sont immenses. Juste au niveau des installations, au niveau des arts de la scène, le Théâtre des Deux-Rives, le cabaret-théâtre du Vieux-Saint-Jean, ça roule à pleine capacité. Là, il n'y a pas de jours qui sont vraiment disponibles pour que les organismes du milieu puissent les utiliser. C'est pas possible pour une troupe de théâtre de s'installer pendant 3 semaines pour présenter régulièrement une pièce de théâtre pour développer son public et tout ça. C'est toujours une soirée à la fois, puis c'est pas l'idéal pour le développement. Là. Bon. Quelle est la réception du milieu à ce projet-là? Parce que, bon, sur 10 ans, évidemment, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Qu'en pensent les élus municipaux, les députés, les gens d'affaires ou les gens du milieu culturel? Bref, pour faire avancer un projet comme celui-ci, il faut que tout le monde, évidemment, tire dans la même direction. Est-ce que vous sentez une volonté ou une cohésion du milieu à vouloir aller de l'avant avec un projet comme celui-ci? Bien, si on commence, l'étude qu'on commence, ça va être fait en partenariat avec la municipalité de Saint-Jean. Et il y a un comité qui est formé, qui est avec un représentant du comité culturel du Haut-Richelieu, quelqu'un de la commission scolaire, 2 personnes de la municipalité, 2 personnes de l'ASPEC. Donc, il commence à avoir un petit noyau qui s'agrandit par rapport à l'ASPEC. Puis, c'est signe que le projet mûrit dans le milieu puis qu'on fait les pas dans la bonne direction. Bon, tu as déjà vécu, évidemment, le montage financier du Deux-Rives, donc tu sais c'est quoi mener à bien un projet, préparer un plan d'affaires, oui, mais un montage financier pour un projet comme ça implique quoi et ça coûte combien? Ah, je ne lancerai pas de chiffres avant d'avoir fait l'étude, c'est certain. Mais chose certaine, ce genre de projets-là sont financés à 60-70 % à l'extérieur de Saint-Jean. C'est-à-dire que c'est les gouvernements provinciaux et fédéraux qui vont financer le gros de ce projet-là. Donc, pour que ces gouvernements-là s'intéressent à un projet comme ça prend une volonté ferme du milieu. Ça prend une grande cohésion, je te l'ai dit tantôt, pour que les gens du milieu s'approprient le projet et poussent ensemble pour le faire monter au niveau provincial et au fédéral. Là. Donc, oui, c'est du travail de cohésion. Bon, il y a eu, parce que parfois, quand on a une image en tête ou un lieu en tête, on dirait que c'est plus facile de s'imaginer. Bon, vous-même, vous aviez préparé un document où, à l'époque, on prenait le terrain vacant qui est tout juste derrière nous, où il y avait autrefois le Steinberg ou Croteau, pour les plus anciens. Terrain qui est vacant là, depuis plusieurs années, à côté de la Banque Royale, qui, elle aussi, maintenant, est un bâtiment disponible. Après ça, on a entendu entre les branches que vous aviez un intérêt aussi pour le cinéma Capitole actuel, qui risque de fermer peut-être un jour si Goudzo finit par ouvrir à l'autre bout de la ville, bâtiment de la famille Toupin, en face du Samuel. Est-ce que vous avancez? Est-ce que pour vous, c'est important de trouver d'abord et avant tout un lieu physique
pour l'installer et l'imaginer? Pas nécessairement, non. Vaut mieux connaître les besoins du milieu. Quand on connaît les besoins, on peut faire un programme architectural. À partir du programme architectural, on voit la superficie que l'on a besoin. C'est vraiment la première étape qu'il faut faire. Là. Bon, avez-vous quand même entamé des discussions, soit pour le terrain de la ville ici ou pour le bâtiment Toupin du cinéma Capitole? Bon, on se rend bien compte que c'est des lieux qui sont intéressants. On a manifesté notre intérêt pour le Capitole, qui n'a pas eu de suite avec ça. Donc, pour le moment, on est... L'étude va nous dire vraiment qu'est-ce qu'on a besoin comme superficie, tout ça. Donc, c'est un peu prématuré. Bon. À partir du moment où on a tous les outils en main, plan d'affaires, études, cohésion du milieu, et qu'ultimement, on réussit à faire monter ce projet-là pour obtenir les subventions nécessaires auprès des paliers de gouvernement, quels sont les délais auxquels on doit s'attendre? Autrement dit, là, la grande question, est-ce qu'on va avoir ça de notre vivant? C'est ça la question, mais c'est une affaire de 3 ans, de 5 ans, de 10 ans peut-être? Il faut le mettre dans une perspective entre 5 et 10 ans. Encore? Assurément, oui. Juste construire, juste faire les plans de vie, on parle d'une année complète. La construction, c'est entre 12 et 18 mois. Et avant l'étude qu'on fait, la phase 1 va se terminer au mois de juin et la phase 2 va être terminée pour décembre 2018. À partir de ce moment-là, on va avoir une étude où on va aller proposer à la municipalité, puis ça va prendre... Quand on revient sur un projet comme le Deux-Rives, en quelle année a-t-on identifié la nécessité de rénover le Deux-Rives? Et on a eu l'ouverture officielle en 2006 de la rénovation. Il s'est écoulé combien de temps? L'aspect qui est né du désir du cégep de faire en sorte que l'auditorium du cégep soit rénové et ait une vocation régionale. Et l'aspect qui existe depuis? 1989. Quand même. Et ça a pris, je dirais, 15 ans, entre 1990 et 2005, avant que les travaux commencent. Là. Donc, on n'est quand même pas si mal. Donc, si ça fait 10 ans qu'on en parle, il y a encore de l'espoir. Oui, disons, ça fait 10 ans qu'on en parle, mais pas de façon intensive. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de travail qui a été fait à ce niveau-là. Là, je pourrais dire qu'on commence vraiment les travaux. Là. Est-ce que des régions ou des villes-centres comme la nôtre, de taille comparable au Québec, ont ce type d'équipement? Ou quand on regarde ce que nous avons, nous, ici, avec le Deux-Rives et le Cabaret-Théâtre, est-ce qu'effectivement, il y a des villes comparables qui ont ce genre d'installation similaire? Oui, il y a des villes qui ont des installations. On pense à Saint-Jérôme, on pense à Victoriaville, qui ont des beaux équipements. Il y a Longueuil qui commence à travailler sur un projet aussi assez grandiose. Qui va être... En fait, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment regrouper un lieu qui va regrouper tous les organismes, beaucoup d'organismes culturels. Ça va être un produit d'appel fort pour le Vieux-Saint-Jean, où il va être un produit d'appel pour faire vivre le Vieux-Saint-Jean. Mais est-ce que vous y voyez, je prends 2 exemples très concrets, on a Artaud, qui est en location sur Saint-Jacques, on a Action Actuelle, qui est tout juste ici sur la rue Richelieu, qui est également en location. Est-ce que pour vous, ce genre d'organisme-là devrait... tous avoir, dans le fond, le même toit, se partager le même lieu? Bien, l'étude nous le dira, mais si on veut avoir un produit d'appel fort, ça prend un minimum de concentration pour que ça ait un intérêt. Et qui dit qu'on ne pourrait pas même développer autre chose que juste le culturel. Il y a le tourisme aussi qui peut être intéressant de jumeler avec la culture. Donc, vraiment, moi, je vois un bâtiment, un produit d'appel fort où il y a beaucoup de circulation et beaucoup d'espace pour permettre à des centres de création, des centres d'artistes de créer. Bon, on parle d'un centre pluridisciplinaire, mais au travers de ça, il y a aussi donc, cette nécessité d'avoir une 3e salle. Je dirais que ce projet-là, c'est un projet qui est plus grand que l'ASPEC. L'étude, un des volets de l'étude, c'est de développer la gouvernance. Comment ce bâtiment-là va être géré, par qui, comment, quelles sont les ressources qui vont être nécessaires. Et oui, l'ASPEC qui voit son intérêt parce qu'il considère qu'il a besoin d'un 3e lieu, mais c'est beaucoup plus gros que ça. Là. Bon. Mais quand on parle de 3e lieu, souvent, et tu me corrigeras, mais est-ce qu'on disait, bon,
Est-ce qu'il y a la nécessité d'avoir une salle de 100 ou 200 de capacité? Parce qu'on a un Deux-Rives qui est à 800 quelque chose, et le Cabaret qui est à 400 quelque chose. Est-ce qu'on a dans la région ce besoin d'avoir une salle peut-être de plus petite taille? Absolument. Ça, c'est le besoin que nous, on a identifié pour notre secteur. Un lieu de diffusion de 200 à 250 places et qui est multifonctionnel, où on peut... moi, ce que je vois, c'est une boîte noire, carrément, où on peut installer la scène au milieu, dans une extrémité, dans un autre coin, et avec des estrades, avec des bancs rangés et tout ça. C'est vraiment multifonctionnel. Et à quel moment, donc, on devrait avoir donc les études en main et tout ça? Donc, dans la prochaine année, c'est quoi le calendrier? Bien, je souhaite que... Là, on fait la phase 1 et la phase 2 devrait être terminée pour décembre 2018. OK, quand même. La phase 1, c'est le volet consultation, gouvernance. Phase 2, c'est plan d'affaires, montage financier. OK, donc ça continue d'avancer. Ça commence, oui, à avancer pas mal. Est-ce que ça avance plus vite maintenant que dans les dernières années? Bien là, oui, c'est sûr. Là, il y a un sous-traitant qui est engagé, un consultant qui est engagé pour mener à bien l'étude. Le 15 mars prochain, on va faire un déjeuner culturel où le consultant va présenter un peu les démarches de cette étude-là au Centre d'art Trinité. Tu disais tantôt, plutôt dans l'entrevue, que le Deux-Rives et le Cabaret Théâtre sont pratiquement à pleine capacité. Comment se porte l'aspect au travers ça, dans ses activités quotidiennes, dans sa planification ou cette concurrence là, qui est dans le pourtour de la région? Bien, nous, on se positionne avec, je pense, de belles façons, avec je dirais, nos produits dérivés qu'on appelle. On fait beaucoup de médiation artistique, on fait beaucoup de... Bon, il y a le cinéma qui prend de plus en plus de place, les volets pour enfants. Cette année, c'est 40 représentations et 16 500 jeunes qui vont venir au théâtre dans le cadre de matinées scolaires. C'est du monde à recevoir. Et ces jeunes-là qui viennent, ils ont tous des ateliers en classe, ils ont des carnets de voyages artistiques qui leur sont remis. Donc, il y a tout un paquet de choses qui tournent autour des spectacles. Comme les spectacles qu'on présente en Maestria le dimanche après-midi sont précédés d'une conférence avec un conférencier. Après les spectacles de théâtre, c'est des artistes qui viennent parler avec le public et tout ça. Est-ce que les gens consomment encore beaucoup les spectacles, les artistes, soit de la musique ou encore de l'humour, bien évidemment? Nous, on est stable depuis, je dirais, 5 ans. On tourne autour de 70 000 spectateurs par année. Là. Et c'est stable? C'est assez stable, oui. Bon. Donc, on verra évidemment la suite des choses pour ce projet de centre pluridisciplinaire de diffusion des arts dans le Vieux-Saint-Jean, mené par, entre autres, l'ASPEC du Richelieu. Donc, souhaitons évidemment qu'on puisse avancer et pour le bénéfice de tous, bien évidemment. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de politique provinciale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Vous le savez, on est en préparation des élections provinciales, des élections au Québec, 1er octobre prochain, donc c'est dans quelques mois. Et on le voit, les différents partis politiques commencent à se positionner avec leur choix de candidats. Du côté de Chambly, le Parti québécois a désigné son candidat. Il s'appelle Christian Picard. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir.
Expliquez-nous un peu dans quel contexte vous êtes atterri comme candidat du Parti québécois. Vous avez été confirmé au début de février dernier. Bien, moi, je suis un citoyen de Chambly. J'ai lancé mes entreprises à Chambly, donc, et j'ai choisi d'établir ma famille à cet endroit-là. Donc, j'ai fait 2 ans comme chef de cabinet à Québec au ministère de l'Environnement. Et donc, avec toute l'expérience que j'ai gagnée dans ce domaine-là, j'ai eu envie de redonner et de faire profiter les citoyens de Chambly de ma communauté où je suis impliqué, où je vis depuis plus d'une décennie maintenant. Bon, parlez-nous de vous un peu. Quel est le profil que vous offrez aux citoyens? Quelles sont vos expériences de vie, vos expériences de vie professionnelle? Donc, moi, j'ai travaillé une dizaine d'années chez Desjardins en gestion, en vente et en marketing. Ensuite, dans le fond, j'ai eu 3 carrières. La deuxième, c'est que j'ai lancé mes entreprises, une en sport et une en consultation. Et c'était en sport, je travaillais un peu partout en Montérégie, mais principalement dans les municipalités de la circonscription de Chambly, c'est-à-dire Saint-Basile, Richelieu, Carignan, Chambly. Et puis, ma 3e carrière, c'était comme chef de cabinet au ministère de l'Environnement avec le ministre Yves-François Blanchet. Donc, j'ai été aussi très impliqué dans le milieu communautaire, mais aussi des affaires de Chambly, que ce soit à la Chambre de commerce ou dans différentes initiatives qu'on a montées, que ce soit le festival multiculturel, des choses comme ça. Bon. Et quel est le lien qui vous unit entre une carrière chez Desjardins, le monde des affaires et la politique? Qu'est-ce qui fait que vous avez fait le saut comme ça? Bien, je dois avouer que je suis quelqu'un de très curieux. Je m'intéresse à énormément de choses. Je vais ajouter que mes études étaient en histoire. Donc, c'est quand même spécial comme parcours. Mais il reste que les affaires, je crois que ça aide vraiment en politique. Exemple, quand je suis allé au ministère de l'Environnement, c'est certain qu'on a plusieurs enjeux à traiter en environnement, très, très variés. À une première réunion le matin, on parle de la rainette faugrillon, après des espèces en voie d'extinction et plus tard le pétrole. Donc, ça peut être extrêmement varié. Bien, en affaires, c'est aussi comme ça. En affaires, on est responsable de autant le marketing, les ressources humaines, on touche à tout. Le nettoyage, on touche à tout. Et ça m'a aidé dans ce sens-là. Puis en politique, vous savez, tout peut arriver. C'est moi qui étais là comme chef de cabinet quand il y a eu l'explosion en Mégantic. C'était totalement inattendu. Il a fallu se revirer de bord. J'ai passé mon été là-bas. On a travaillé très, très fort. Et tout le monde qui y était, on travaillé extrêmement fort. J'en retiens un beau souvenir de solidarité malgré le drame humain. Ouais. Bon. Et votre entrée en politique, elle est due à quoi? Parce que quand on devient chef de cabinet, est-ce que vous étiez un militant de longue date au Bloc ou au Parti québécois? Vous aviez déjà un réseau de contacts? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvé un beau matin chef de cabinet après l'élection du gouvernement Marois? Oui, je suis un militant depuis longtemps, depuis novembre 87. Donc, on se souvient que le 1er novembre 87, c'est la date de la mort de René Lévesque. Ouais. Je me suis posé la question et j'en suis venu à la conclusion qu'il fallait que... Bon, j'étais très intéressé par l'histoire, mais il fallait que je passe à l'action. Et j'ai décidé d'appuyer M. Parizeau, puisqu'il prônait le retour à l'indépendance pour le Parti québécois. J'ai décidé d'aller de l'avant. Je suis devenu le président du Comité national des jeunes à cette époque-là. J'étais le vis-à-vis de Mario Dumont, qui était au Parti libéral à cette époque-là. Et puis, donc, j'étais membre de l'exécutif national. Donc, je suis un militant depuis très longtemps. Sauf que j'ai eu mon fils quand même assez jeune, vers 22-23 ans. Et rapidement, j'ai pris la décision de m'engager auprès de lui de ne pas faire de politique active tant qu'il n'aurait pas 18 ans. Ce qui a changé, c'est qu'à partir du moment où on m'a invité à faire partie d'un cabinet de Mme Marois, mon fils avait à ce moment-là 19 ans et j'avais donc rempli mon engagement et je pouvais être à temps plein en politique parce qu'on sait que quand on se lance en politique, c'est vraiment il faut le savoir, là, c'est quand même des longues heures, beaucoup d'énergie.
Et là, qu'est-ce que vous faites? Parce que, bon, le gouvernement Marois aura duré à peu près 1 an et demi. C'est un gouvernement minoritaire et tout ça. Donc, après cette défaite-là, il y a 3-4 ans, qu'est-ce que vous avez fait ces dernières années? Bien, j'ai été aussi candidat du Bloc québécois en 2015 dans la Prairie. Vraiment, on a eu de bons résultats, mais ce n'était pas suffisant pour une victoire. Ensuite, j'ai été notamment récemment chef de cabinet chez Projet Montréal pour une mairie d'arrondissement. Donc, j'ai participé à l'élection de Valérie Plante, notamment dans le sud-ouest, où on a obtenu quand même de très, très bons résultats. Donc, vous avez continué encore votre chemin en politique. Là. Oui. Donc, la politique n'est jamais très, très loin. Non, exactement. Bon. Vous qui avez vécu, évidemment, toutes ces années au Parti québécois avec, bon, évidemment, le retour de M. Parizeau, le référendum qui a passé à un cheveu en 1995, et s'en est suivi après, bon, l'élection du gouvernement Bouchard. Mais depuis ce temps-là, évidemment, les années sont plus difficiles au Parti québécois. Quelques chefs qui se sont succédés. Mme Marois qui a obtenu à l'arraché un gouvernement minoritaire. Qu'est-ce qui fait que vous avez encore le goût de vous impliquer? Parce qu'on a l'impression, pour prendre un peu un langage de hockey, que la rondelle ne roule pas beaucoup pour le Parti québécois ces temps-ci. Bien, je pense qu'il faut regarder la situation actuelle. La situation actuelle, c'est quoi? C'est que M. Lisée a nommé Mme Véronique Yvon comme vice-chef du Parti québécois. La réaction à ça, je l'ai vu sur le terrain, les gens savent que je suis du Parti québécois, ils m'en parlent. La réaction est extrêmement positive par rapport à cette nomination-là. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre dernièrement? Jean-Martin Hossan qui revient au Parti québécois. Donc, non seulement ça, le parti s'est aussi positionné clairement pour un État fort au service des gens. Moi, personnellement, je m'inscris dans cette dynamique-là, mais je pense que ça a une très bonne réaction chez les gens. Et on voit dans les derniers sondages, même si nous ne sommes pas premiers dans les sondages, on voit que ça bouge et qu'il y a une progression vers le Parti québécois. Bon, visiblement, dans les comtés francophones, la lutte risque de se faire entre le Parti québécois et la CAQ, la Coalition Avenir Québec. À preuve, on est début mars et pour le moment, toujours pas de candidat désigné pour le Parti libéral, ni dans Saint-Jean, ni dans Chambly. Dans Iberville, on en avait un, mais il a quitté. Bref, on regarde les 3 comtés à proximité, il n'y a pas de candidat libéral. Donc, visiblement, la lutte va se faire entre le PQ et la CAQ. Votre adversaire de la CAQ est un député qui est bien en vue, qui a beaucoup de visibilité, qui est porte-parole en matière d'éducation. On dit de lui qu'il est peut-être même ministrable à l'éducation advenant un gouvernement de la CAQ. Quels sont pour vous les enjeux que vous voulez débattre avec Jean-François Roberge? Bien, premier enjeu, c'est clair, quand j'ai fait une tournée cet été en vélo, je me souviens de la première journée où pratiquement 100 des gens que j'ai rencontrés m'ont parlé du trafic, de la congestion routière qu'ils affrontaient à tous les jours. Dont la 112. Dont la 112, dont la 10. Aussi. Ouais. Et il y a eu une croissance importante de la population, que ce soit à Chambly, mais dans l'ensemble du comté. Mais ce sont les 2 mêmes accès avec aucune amélioration significative. Et je crois qu'on va débattre de ces enjeux-là parce que, d'un côté, on propose simplement un élargissement et plus d'asphalte. Nous, au Parti québécois, on a une vision un peu différente. On pense qu'on peut y aller intelligemment, qu'on peut avoir d'autres mesures qui peuvent améliorer la situation. Je pense qu'on va débattre de ça, certainement. Sur d'autres enjeux, sur certains enjeux, je dois avouer qu'on a la même opinion. Exemple, pour l'agrandissement de l'école secondaire à Chambly, 4 et 5, on a exactement la même position. D'ailleurs, le député Bertrand Saint-Arnaud, le député du Parti québécois à Chambly, qui est anciennement ministre, avait réussi à obtenir un agrandissement d'une école à Saint-Basile-le-Grand. Donc, moi, je suis dans cette tradition-là et je veux également qu'il y ait un agrandissement pour le secondaire 4 et 5 à Chambly. On s'entend sur ces enjeux-là. Les autres enjeux, je crois que c'est sur l'environnement. Il y a une préoccupation tout à fait claire des citoyens à Chambly. Tout le long du Richelieu, il y a des préoccupations. Vous vous souvenez que c'est là qu'est née l'opposition au gaz de schiste. C'est là qu'il y a eu la plus forte opposition au Québec, c'est sur le long du Richelieu. Vous vous souvenez peut-être des pancartes jaunes et rouges. Eh bien, elle existe encore, cette préoccupation-là. Ce n'est pas pour rien. Il y a eu une manifestation devant les bureaux de Jean-François Roberge contre Énergie Est. Pourquoi? Parce que M. Roberge avait refusé une proposition pour s'opposer à Énergie Est et la population est inquiète de ça. Elle veut un député qui va défendre ses cours d'eau,
qui va défendre le fleuve Saint-Laurent. Malheureusement, M. Roberge n'a pas fait ça pendant son mandat et c'est sa responsabilité. Bon, parmi les autres enjeux, on sait que le maire de Chambly, qui est là pour un 4e mandat, Denis Lavoie, veut depuis longtemps sa propre police, son propre service de sécurité. Êtes-vous favorable à cette demande, à cette requête du maire de Chambly? Bien, écoutez, je sais qu'il dépense beaucoup d'argent avec les avocats par rapport à ça. C'est un dossier qui est devant les tribunaux à ce moment-ci. Je ne commenterai pas ça. Je ne crois pas que c'est vraiment un enjeu que les citoyens ont. Personne ne m'a parlé de ça dans mes tournées. Donc, c'est plus un enjeu pour le maire que pour les citoyens. Oui, c'est sûr qu'un ancien policier, peut-être que c'est une préoccupation qui est grande chez lui, mais je ne sens pas ça du tout de la population. Bon. Autre débat aussi actuellement, celui de l'avenir des golfs. On a vu tout récemment le registre municipal qui a été signé par 10 des gens, donc plus de 2000 signatures. Je ne pense pas que le maire va aller en référendum nécessairement là-dessus. La Ville va sûrement refaire ses devoirs au niveau du plan d'urbanisme. Quelle est votre opinion par rapport à cet enjeu-là? Oui, moi, j'ai appelé la population et les sympathisants du Parti québécois à aller signer les 2 registres. Pourquoi? Vous allez dire, c'est un dossier municipal? Non, c'est un dossier qui est régional. Pourquoi? C'est que en ayant un développement de 850 unités, 1500 voitures de plus sur les infrastructures routières, sur le transport en commun dont on a parlé un peu plus tôt, je ne crois pas que d'avoir une improvisation en termes de plan va aider à améliorer la situation du trafic. C'est pour ça que j'ai appelé la population à signer les registres, parce que leur qualité de vie est en jeu, simplement. Il faut vraiment trouver des solutions par rapport au temps que les citoyens perdent sur les routes. Ça n'a pas de bon sens. Ça a un impact sur les devoirs, ça a un impact sur des enfants, sur la qualité de vie en général. Et on ne peut pas se permettre, comme gestionnaire, de faire de l'improvisation à cet effet-là. Donc, je suis heureux du résultat. Il y a eu une très belle mobilisation citoyenne à Chambly. C'était très impressionnant et j'appuie la démarche de ces citoyens-là. Alors, Christian Picard, candidat du Parti québécois dans Chambly, merci beaucoup. Bonne chance et on aura l'occasion évidemment de se revoir durant la campagne électorale. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. À l'occasion du Jour de la Terre au mois d'avril, avec la collaboration du Fonds IGA, dans les IGA de la région, vous allez pouvoir mettre la main sur des récupérateurs, des barils de récupérateurs d'eau de pluie. Donc, si ça vous intéresse, prenez bien sûr les coordonnées du IGA le plus près dans votre quartier. Entre-temps, on vous rappelle qu'à chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix. Il y a 30 détaillants pour acheter les livrets. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.